Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Il faut parfois accumuler plusieurs expériences avant de trouver sa voie. Après avoir fait ses armes dans le monde du luxe, Mélissa a ouvert un bar à cocktails dans Paris, suivi une formation de coach sportif avant de se passionner dans une pratique encore méconnue, mais qui deviendra par la suite son métier, le Human Design. En provenance des États-Unis, le Human Design est une technique de connaissance de soi qui nous permet de calculer notre schéma corporel à partir de notre date, lieu et heure de naissance. Ces informations vous apportent un nouveau regard sur votre fonctionnement et vous offrent des outils importants pour votre quotidien. Avec Mélissa, nous parlons de passion, d'expérience et de connaissance de soi, et elle nous apporte un certain éclairage sur ce phénomène qui ne cesse de convaincre un large public en recherche d'une meilleure compréhension de son moi intérieur. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Salut Mélissa. Salut Sarah. Alors merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invitée sur le podcast. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Mélissa, tu es coach en Human Design et c'est vrai que le terme Human Design est encore assez nouveau et méconnu en France. Alors est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est le Human Design ? Oui. Alors le Human Design, c'est un système de connaissance de soi qui combine plusieurs outils en un, notamment l'astrologie, le système des chakras, l'arbre de vie de la Kabbale, le I Ching, mais également une partie scientifique, donc avec une approche au niveau de la physique quantique et de la génétique. Et en fait, c'est un système qui est basé sur nos informations de naissance, donc notre date, notre lieu et notre heure précise de naissance, qui, une fois en fait rentré dans un logiciel, nous donne un schéma avec des couleurs, des formes géométriques, des numéros, qui ressemblent un petit peu à un corps humain, et qu'on n'est pas capable d'interpréter tout seul, c'est normal. Et les informations en fait, qui sont contenues dans ce schéma nous parlent de notre fonctionnement énergétique spécifique et unique. C'est un peu comme notre ADN énergétique, entre guillemets. Donc, ça va parler de la façon dont on est conçu de façon unique pour réussir dans la vie, pour échanger notre énergie avec le reste du monde, c'est-à-dire entrer dans des relations, entrer dans des opportunités, s'épanouir, respecter notre propre nature, notre santé, mais surtout prendre des décisions alignées, donc des décisions qui nous correspondent vraiment. Parce qu'on ne nous apprend pas vraiment à prendre des décisions et c'est pourtant ce qu'on fait le plus dans notre vie, que ce soit à l'échelle de la journée ou de la vie en général. Ça nous permet en fait de vivre dans une façon qui est plus ce que j'appelle moi dans le flow, avec plus d'aisance pour que ce soit plus aligné, plus ajusté, versus des vies ou des domaines qu'on peut avoir tous, où on sent qu'on doit plus lutter, s'épuiser, il y a de la résistance, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas facilement en fait. Et en fait, vivre son design, c'est en quelque sorte comprendre qui tu es venu être. Parce qu'on peut voir ça en fait dans ton schéma en fonction de l'énergie que tu as choisie pour cette vie. Et ça te permet de t'aligner plutôt que d'être qui le reste du monde en fait t'a invité à être ou parfois poussé ou forcé. Donc ça revient à mettre, moi j'aime bien l'image du bon carburant dans le bon modèle de voiture entre guillemets. Voilà. Et quand tu m'en parles, j'ai l'impression que ça se rapproche quand même beaucoup de l'astrologie. En quoi est-ce que c'est différent, par exemple, d'un thème astral ? Alors, c'est juste des systèmes différents, en fait. C'est vrai qu'il y a souvent cette question. Déjà, voilà, moi, je veux introduire là-dedans, ça n'est pas la même chose. Donc, l'astrologie fait partie des influences du Human Design, mais c'est comme c'est un repère, en fait. Comme l'astrologie est très connue, on a tendance à dire « Ah oui, ça me fait penser beaucoup à l'astrologie ». Et c'est vrai parce qu'il y en a, il y a une partie d'influence planétaire qu'on analyse en design, il y a des transits planétaires, il y a tout ça. Mais c'est pas forcément plus proche de l'astrologie que ça va être de la science des chakras, par exemple. Moi, la vraie différence que j'y vois, en tout cas de mon expérience, je ne suis pas astrologue, mais je suis cliente fervente d'astrologie. Une vraie différence que j'y vois, c'est dans le côté application concrète. En fait, en Human Design, chaque personne a une stratégie, a sa propre façon de prendre des décisions, quelque chose qui est valable tout le temps. Et c'est un repère concret permanent. Moi, dans mon expérience,
Et pourtant, vraiment, je le répète, hein, j'adore l'astrologie et je continue de m'y référer. Mais j'avais entendu beaucoup d'informations qui étaient super justes et super validantes pour moi. Mais je n'étais pas ressortie de là avec quelque chose comme un repère qui me dit, ah ok, donc ça, c'est ma façon de fonctionner. Si je fonctionne comme ça, je sais que ça va rouler, entre guillemets, tu vois? Ça donne un peu plus de détails. Ouais, je sais pas si c'est en termes de détails ou surtout en termes de concret. D'accord. Mais l'astrologie est super ancrée, super concret, il y a des conseils, etc. Mais pour moi, j'ai trouvé cette dimension-là dans le human design que j'avais pas forcément rencontrée de la même manière. Ok, d'accord. Alors, avant de rentrer plus en détail sur ton activité en tant que coach en Human Design, j'aimerais que l'on s'intéresse un petit peu plus à ton parcours. Alors, le thème du podcast, c'est la passion. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours, c'est que tu as vécu plusieurs vies professionnelles avant de trouver ta voie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça et comment ces différentes expériences t'ont finalement mené au Human Design? Ouais. Ouais, j'ai fait pas mal de choses avant. Donc moi, à la base, je me suis formée en école de commerce, euh, en France et à l'étranger. Et tout naturellement, pendant cette formation, j'ai commencé à avoir une idée précise via des stages, etc., de ce que je voulais faire. Et donc ensuite, j'ai fait ça. J'ai exercé pendant 3 ans comme attachée de presse dans la mode et dans le luxe. Ouais. Et en fait, très vite, j'ai appris plein de choses, mais très vite, j'ai justement compris que le thème du podcast n'y était pas. Donc moi, j'étais pas passionnée par ce que je faisais. J'ai cru beaucoup, mais en fait, pendant et surtout maintenant avec le recul, j'ai senti un énorme décalage en fait entre le papier, donc à quel point les entreprises pour lesquelles j'ai pu faire des stages ou travailler, à quel point le milieu, tu vois, de la mode, du luxe, des défilés, à quel point les gens que j'ai pu rencontrer, etc., sur le papier, c'était quelque chose qui cochait beaucoup de cases pour moi dans mes rêves peut-être de jeune fille, etc., mais qui en fait dans les faits, dans la joie au quotidien que ça m'apportait, il y avait un très gros décalage. Et donc, la vie m'a naturellement poussée à faire autre chose suite à un contrat en fait qui n'a pas été renouvelé et, et une profonde intuition qu'il était temps de sortir de ce milieu-là parce qu'en plus, je voyais des gens qui étaient vraiment très épanouis là-dedans. Et donc, ça me renvoyait, ça c'est un vrai thème dans ma vie aussi, de voir en fait en miroir à travers les gens ce que ça peut être la passion et comme un repère pour moi quand elle n'y est pas. Mhm. Donc, la mode s'est terminée à ce moment-là. Suite à ça, donc il y a eu une période un petit peu de break, puisque c'était la fin d'un contrat, etc. Et puis là, je savais que je voulais plus travailler dans la mode, mais je savais pas trop bien ce que je voulais faire. Et j'ai eu l'opportunité de participer à la sortie de terre, entre guillemets, d'un bar à cocktail-restaurant à Paris. Et alors moi, c'est vrai que c'est un truc qui est quand même assez constant chez moi. J'aime les lancements, j'aime les débuts. Mhm. C'est et là, ça vraiment, il y avait tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait tout à faire, lancer le projet, décider de tout, déco, lieu, thème, etc. Donc j'ai participé à ça, j'ai beaucoup aimé le début. Après, c'est vrai que quand c'est devenu quelque chose de plus lancé, moi, c'est pas mon domaine, c'était pas ma passion, la restauration, euh, le cocktail, etc. Donc après, j'ai un peu participé au quotidien à tout ce qui est gestion administrative parce que j'avais beaucoup de temps. Parce que quand on ne fait pas de service dans un restaurant qui est une PME, c'est tout de suite de l'administratif. Hein. Ouais. Donc j'ai fait un peu ça, mais c'était pas encore, c'était pas encore la passion. En revanche, ça m'a rapproché de moi parce que après 3 ans et plus, hein, si on compte mes études où j'ai un peu couru partout, en France, à l'étranger, enchaîné des stages obligatoires ou pas, j'ai pas eu vraiment de temps où j'ai pu me poser, me retrouver. Et là, d'avoir une activité relativement faible au quotidien et pas mal de temps pour moi, chez moi, ça m'a permis de me retrouver et notamment de me remettre au sport. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai pris beaucoup de temps. Puis moi, quand je fais des trucs, je les fais pas forcément à moitié. Donc me mettre au sport, c'était très intense. Et puis tout de suite, c'est devenu, je veux tout savoir sur le corps, je veux savoir comment ça fonctionne, je veux pouvoir faire mes propres programmes. Et donc une chose en amenant une autre, je me suis dit, mais dis donc, ça m'intéresse en fait plus que simplement la pratique perso. J'aimais bien donner des conseils à mes amis ou en salle de sport. Et donc naturellement, je me suis dit, dis donc, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, mais en fait, regarde ce qui vient à toi.
est-ce qu'accompagner les gens par le sport, ça peut pas être quelque chose qui te plaît? Et en fait, je me suis intéressée aux formations qui étaient possibles à l'époque. Mhm. Donc, au début, c'était un petit peu compliqué pour moi d'imaginer reprendre un rythme scolaire, parce que ça faisait déjà 5 ans que j'avais plus mis les pieds à l'école, voire plus avec les stages. Ouais, donc là, tu as repris une formation en tant que coach, c'est ça? Ouais. Mhm. D'accord. Donc, tu es retourné J'ai à fait une, l'école, ouais. j'ai fait une formation d'un an, un petit peu moins d'un an, enfin une année scolaire, Ouais. super intense parce que tu es à la fois en pratique et à la fois en théorie. En plus, j'ai choisi de faire une formation qui regroupait à la fois tout ce qui est coaching perso, donc renforcement musculaire, prise en charge de quelqu'un en one-to-one, etc. Et à la fois tout ce qui est cours collectif, donc ça faisait beaucoup. Et tu es en stage également toute l'année et pendant toutes les vacances scolaires. Donc c'est un rythme hyper intense. Mhm. Et pour moi qui sortais de, je sais plus à l'époque combien d'années à mon rythme à moi. Ouais, parce que finalement, Euh, entre le moment où tu as arrêté ton boulot en tant que ça, enfin, en RP mhm. et le lancement du bar à cocktail, et ensuite le fait que tu aies décidé de faire du coaching, combien de temps se passe entre ces délais-là? Alors, j'ai arrêté mon activité salariée en septembre 2013 Ouais, et je suis rentrée en formation de coach en août 2016. d'accord, ok. Ouais, donc quand Voilà. même un peu plus de Donc 2 ans. Mm. il y a eu quand même 2 ans Mm. à mon rythme. Alors oui, il y a eu des périodes un peu plus intenses, etc. Mais 2 ans pas salarié, pas à dépendre du planning de Mm. quelqu'un d'autre, ce qui est vraiment quelque chose qui est une priorité pour moi D'accord, donc aujourd'hui. ça, en tout cas, tu étais sûre que tu voulais plus du tout être salarié. Tu t'es Ouais. même pas dit, bon, bah, je vais reprendre, je sais pas, un boulot, même dans les RP, mais dans un autre domaine que le luxe. Non, tu savais que c'était vraiment plus fait pour toi. Ouais, ça pour le Mm. coup, tu vois, j'ai un petit peu tourné autour du pot au début, parce que comme j'avais pas d'autres idées, tu vois, qui me Ouais. prenaient aux tripes, j'étais un peu face à du vide et donc oui, j'ai tourné un peu avec cette idée. Et si je faisais attaché de presse en freelance ou tu vois, il y avait cette notion d'indépendance. Hein, ça, c'est dès le premier mois après la fin de mon contrat, c'était déjà là. C'était je ne veux absolument pas retourner dans un bureau au rythme de quelqu'un d'autre, sous le contrôle de quelqu'un d'autre. En revanche, ça faisait sens, tu vois, de me dire, bon, alors, est-ce que j'aime bien telle ou telle marque? Est-ce que je pourrais approcher telle ou telle petite marque? Puis en fait, j'ai bien vu que je donnais pas suite, en fait. Que, encore une fois, la passion était pas là. Et puis, comme il y avait cette opportunité d'accompagner sur l'ouverture du projet de restaurant, ça a pris toute la place. Mhm. Et même si j'avais du temps après quand c'était lancé, au début, ça prenait quand même beaucoup de temps. Donc, ça a un peu caché le fait que ouais, je me lançais pas finalement en freelance. Et puis, l'idée est morte naturellement, en fait, toute seule. Et elle n'a plus jamais réapparu. Et ensuite, parce que tu aurais pu aussi te dire, je monte des restaurants, donc comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien les débuts, j'aime bien lancer des projets, et bien finalement rester dans la thématique, tu vois, de lancement de projet et de participer à des lancements, peut-être de d'autres restaurants ou de start-up, etc. Tu t'es posé la question ou pas du tout, le sport est venu tout de suite après faire le lien? Ouais, j'ai pas eu le temps en fait de me la poser et je pense vraiment, hein, encore une fois, que je suis quelqu'un qui marche à la passion. Faut que ça me prenne vraiment mon cœur. Mhm. Et tu vois, je vois ce modèle assez business où tu vois, souvent, je vois par exemple certains groupes de restauration, par exemple, qui ont été créés par des anciens d'écoles de commerce de haut niveau, etc. Et tu le sens, en fait, que ces gens-là, il y a probablement la passion de la restauration, hein, mais c'est surtout cette passion du business. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aurait pu être un restaurant, comme ça pourrait être des salles de sport, comme ça pourrait être... Et moi, j'ai jamais senti ça chez moi. Autant j'aime bien les débuts, autant je sais que j'ai besoin de faire qu'un avec le projet ou le produit. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et du coup, monter le restaurant, oui, ça m'a amusé parce qu'il y avait des débuts, parce que je suis sensible à la décoration, parce que j'aime bien tout ça. Mais à partir du moment où la food et le monde du cocktail, etc., n'est pas ma passion, ne me fait pas vibrer, je pense que ça aurait pas suffi. Mhm. Tu vois? D'accord. Je Ouais. n'aime peut-être pas suffisamment les débuts pour que ce soit les débuts de tout. Ouais, ouais, Il faut que ce soit les débuts de quelque chose qui me plaise suffisamment déjà à moi. D'accord. Et donc là, on arrive au moment donc, où tu te formes en tant que coach, donc une année assez dense pour toi. Ouais, ouais, très très dense. Et ensuite, donc tu commences à exercer en tant que coach tout de suite après la fin de ton année? Plus ou moins, j'ai terminé sur, je
crois, le rythme d'une année scolaire normale, donc mai-juin, il me semble. Et puis, entre les vacances qui arrivent, le vrai besoin de faire une pause, à la fois physique et mentale, il y a eu énormément de pression, à la fois qui fait partie de cette formation, mais aussi que je me suis mise. Tu vois, le fait qu'il fallait absolument réussir ces examens, c'était très court, hein. Un an, c'est très court, même les formateurs le savent, le disent. C'est beaucoup, beaucoup de pression qui est mise sur nos épaules. Et donc, je pense que j'ai eu besoin de prendre un gros break. Donc, j'ai commencé légèrement, tu vois, avec l'été. En plus, c'était la belle saison, à coacher un peu des amis d'amis, des relations, etc., un peu dans les parcs et tout ça. Donc, j'ai pas du tout rien fait, mais j'ai pas lancé, tu vois, mon activité vraiment avant septembre. De là à demander, tu vois, d'être mise en relation peut-être avec justement par le réseau. Est-ce que tu connais pas quelqu'un? Est-ce que si tout ça, j'ai pas vraiment mis des choses en place avant la rentrée. Et donc ensuite, ça s'est fait vraiment très progressivement. Pour le coup, j'ai pas eu une posture agressive au niveau invasion du marché. Ouais. Voilà, c'est passé d'une personne qui a parlé de moi à une autre, et puis des amis qui ont partagé ma page Facebook, et puis du coup, des gens qui sont arrivés là-dedans. Et ça s'est vraiment fait comme ça, pour le coup. Et est-ce que déjà, au moment de tes précédentes expériences professionnelles, tu étais déjà attirée par des pratiques mêlées au développement personnel et à la connaissance de soi? Ouais, j'ai toujours, tu vois, même ado, je voulais absolument, mon objectif, c'était d'avoir le droit d'aller voir une voyante. J'ai dû attendre d'avoir 18 ans pour le faire. Moi, je négociais pas des tatouages ou des choses comme ça. Et puis j'étais quand même pas mal branchée sur tout ce qui est astro, mais sans jamais avoir consulté d'astrologue. De loin en loin, tu vois, mais c'est quand même quelque chose qui était là. J'ai fait aussi, j'ai fait des thérapies, donc thérapies plus classiques, hein, très jeune. Donc j'étais quand même sensibilisée au travail sur moi de cette manière-là, cette manière que je dirais un petit peu plus conventionnelle par rapport à ce que je fais maintenant, ou ce que je pratique maintenant pour moi-même. Et puis en fait, il y a peut-être 5 ans, j'ai vraiment commencé à rencontrer plus de gens, soit qu'on m'a présenté par des gens, tiens, tu devrais aller voir cette personne, elle travaille comme ci, comme ça. Et j'ai commencé à avoir une énergéticienne que je vois encore aujourd'hui, donc ça fait quelques années. Et ça consiste en quoi exactement, une énergéticienne? Alors justement, c'est considérer que, et c'est en lien vraiment avec le travail que je fais aujourd'hui pour le coup, que tout est énergie, et que des désalignements, peut-être parfois, qui peuvent être dus soit à des choses qui se sont passées dans cette vie, ou des luttes, des souffrances, des blessures, parfois c'est également des maladies ou des choses comme ça, des choses qu'on n'a pas digérées, mais ça peut être des impacts de vie passée, hein. On peut partir sur des trucs un petit peu plus perchés, parce que ça a quand même un côté un peu magique. Et en fait, c'est justement via des soins qui peuvent être à la fois réguliers ou de façon très, tu vois, y aller vraiment une fois, et peut-être ne plus jamais y retourner. Et en tout cas, ça consiste à réaligner tes énergies, à sentir là où peut-être il y a des failles, des choses où tu perds ton énergie, ou peut-être tu te la fais un peu saper, entre guillemets, pour aller mieux, pour te rapprocher de ce que tu es. Donc, c'est toujours ce même objectif, hein, que j'ai, moi, pour le travail sur soi. Et concrètement, ça peut être, alors je pense que les gens travaillent différemment, mais moi, en tout cas, la seule personne que je connaisse travaille à la fois par, elle se connecte à toi, entre guillemets, donc à la fois par le toucher, mais simplement aussi par la présence. Et puis, elle reçoit des messages sur toi, sur ce qui peut être travaillé, ce qui peut être réaligné. Donc, il y a à la fois de la discussion et beaucoup de contacts énergétiques. D'accord. Et ça t'a aidé à travailler ta quête de toi? Ouais, ça a été Ouais. c'est une des plus belles approches en fait que j'ai rencontrées. D'accord. C'est pour ça que j'y vais d'ailleurs toujours avec régularité, parce que j'ai besoin d'avoir cet entretien-là. Et oui, après avoir fait, tu vois, 2 thérapies conventionnelles, et je dis pas que j'y retournerai pas, hein, pas du tout, mais j'ai eu besoin à la fin de ma dernière thérapie de faire quelque chose de différent, et de rencontrer une approche et une personne différente, parce que pour le coup, c'est pas du tout quelqu'un qui est une psy ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ça permet d'aller creuser et d'aller chercher des choses d'une façon qui est complètement différente d'une approche peut-être plus cérébrale, tu vois, dans une thérapie classique. Et alors, comment est-ce que tu es arrivée à trouver le Human Design? En fait, c'est le Human Design qui m'a trouvée, hein, en fait, parce que ce qui est assez curieux, parce que les gens qui me connaissent savent à quel point je suis une chercheuse, à quel point je creuse, je lis des bouquins, je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Et pour le coup, c'est pas en cherchant quoi que ce soit que je l'ai trouvé.
J'étais simplement en train de passer du temps sur Instagram. Et au détour d'une story, il y a un mot qui a attiré mon attention, un mot que j'ai pas compris. C'était le mot projecteur, hein, qui est donc un des types énergétiques, une des catégories de personnes en Human Design. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot que je connais pas? Et en fait, une chose en amenant une autre, un clic après l'autre, j'ai découvert le Human Design. Et là, tu t'es dit, c'est pour moi. Et là, en fait, c'est fou parce que j'ai l'habitude quand même de découvrir des approches, d'être quand même super scotchée par des choses. J'ai vu des médiums, j'ai vu des astrologues. Enfin, j'ai quand même. C'est pas ma première rencontre avec ce monde-là, mais pour le coup, il s'est passé quelque chose qui s'était pas passé avant. Je sais pas, il y a eu un clic. J'ai eu des réponses. Ça m'a donné en fait des réponses que aucune des autres approches. Et pourtant, il y en a que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est comme recevoir des infos que j'avais jamais eues sur moi, des explications à des questions, des réponses à des questions que je me posais, tu vois, mais aussi des réponses à des questions que je m'étais jamais posées, mais comme si ça venait expliquer tout en fait. Je sais pas, c'est. Mais par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple plus concret, par exemple, sur une question que tu te posais, là où le Human Design a apporté une réponse? Ouais, alors j'en ai plein, mais peut-être que une qui va parler davantage. Moi, j'ai toujours senti, tu vois, que mon énergie, ma vibe, alors je sais pas quel mot j'utilisais à l'époque, tu vois, mais de toute petite, hein, j'ai toujours senti que il y avait parfois une forme de rejet de la part de certaines personnes et qui n'était pas explicable, tu vois, pas forcément par mon comportement, parce que parfois ça se produisait super rapidement. Je rentre dans une pièce, j'avais la sensation que j'allais pas être forcément incluse, mais ça venait de très tôt, tu vois. Bon, alors après, j'étais nulle en EPS quand j'étais petite, donc c'est normal de jamais être choisie dans les équipes, tu vois. Mais typiquement, tu vois, cette notion un peu de pas être... Je savais que j'allais pas être choisie, je savais qu'on viendrait pas forcément me parler directement à une journée porte ouverte de je ne sais quoi, ou, tu vois, avec des nouvelles personnes. Et ben ça, typiquement, une des premières compréhensions que j'ai eues de mon type énergétique à moi en Human Design, moi je suis manifesteur, donc une des 5 catégories de personnes. Une des premières choses que tu dis sur le manifesteur, c'est quand tu parles de son énergie, de son corps énergétique, de son aura, de ce que les autres perçoivent, c'est qu'il y a une notion de division. C'est qu'il y a des gens qui vont être naturellement attirés, mais il y a des gens qui vont être, et sans explication logique aucune, hein, repoussés. C'est une énergie qui peut déranger, c'est une énergie qui bouscule. Sans même que j'ai parlé, je rentre dans une pièce, et les manifestants en général, hein, donc on est 9% de la population, ça fait boum. Tu vois ce que je veux dire? Et ça repousse l'énergie autour. Et donc ça peut repousser en termes de, certaines personnes ne vont pas du tout se sentir de venir te parler, ou c'est plutôt à toi de faire le premier pas, tu vois, montrer que quand tu as envie. Et ça, par exemple, c'est un exemple vraiment parmi plein d'autres, mais c'était quelque chose qui était super... ça restait une incompréhension pour moi. Parce que je me disais, je suis quand même, je suis pas impressionnante, tu vois, je suis petite, je suis mignonne, je suis pas, j'arrive pas à une grosse baraque avec une énorme barbe de 3 mètres, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Et pour autant, tu vois, il n'y avait pas forcément d'explication. Et ça fait partie des choses où je me suis dit, waouh. Et ça devait être le premier soir, hein, la première nuit où j'ai fait des recherches. J'ai dû tomber sur quelque chose là-dessus. Et ça a fait partie de mes moments Eureka. D'accord. Ouais. Et ça, tu l'as retrouvé dans des personnes que tu as coachées, justement, cet élément-là? Par exemple, si tu as coaché des personnes qui étaient manifestors et qui avaient aussi ce sentiment d'être rejetées? Ouais, absolument. Tu l'as retrouvé? Ouais. D'accord. Alors, on n'est pas beaucoup, hein. Enfin, on n'est pas beaucoup. À l'échelle de 7 ou 8 milliards, on est quand même des millions et des millions, mais donc, j'ai pas énormément de clients manifesteurs, c'est pas la majorité des gens. Surtout que les manifesteurs ont une façon un petit peu de... Il y a une énergie très indépendante, donc du coup, c'est pas forcément les premières personnes à rechercher de l'aide. Mais en revanche, oui, en perso, beaucoup. Les manifesteurs que j'ai dans ma vie, parce que j'en ai beaucoup. Cette notion-là est très, très... Et ce qui pousse d'ailleurs le manifesteur souvent à tomber, alors moi, c'était pas trop mon cas, mais beaucoup, tu observes un peu cette notion de people pleasing. Et ça demande beaucoup de coaching. C'est un peu la notion de pas vraiment montrer ou dire ta vérité parce que tu te dis, oh là là, je vais déranger, je vais un peu faire des vagues et je sens que mon énergie, elle est déjà bousculante pour les gens, donc je vais y aller doucement. Et c'est des gens qui ont tendance toute leur vie à cultiver peut-être d'être un peu à côté de leur vérité pour pas déranger, pour pas bousculer, parce qu'ils sentent intuitivement depuis leur naissance, depuis l'enfance, hein, qu'il y a quelque chose avec leur vibe que tout le monde n'apprécie pas. Et ça demande beaucoup de déconditionnement. Ok, c'est fou quand même tout ce que ça peut apporter comme réponse
Tu vois, Ouais, juste puis avec j'en ai finalement. j'en ai eu plein d'autres, hein, des moments eureka. Tu voulais qu'on en choisisse un, mais c'est vrai Ouais, c'est sans fin, quoi. Et alors, ça me fait tellement autant plaisir de me rappeler, et puis j'ai pas fini avec le mien, mais de me rappeler mes premiers moments à moi, que de voir les yeux des gens s'écarquiller sur leurs moments à eux, en fait. ouais, bah oui, forcément, ouais. Ça Mm. donne quand même pas mal de réponses sur qui on est. Et juste pour reprendre, donc tu as fini ta formation de coach, et combien de Mhm. temps s'écoule entre le moment où tu découvres le human design et le moment où tu décides justement d'en faire ton métier? Bah, en fait, peu de temps. Ouais. Peu de temps, en fait, parce que là, j'ai vraiment découvert, j'ai jamais été prise au cœur et aux tripes de la même manière que par le human design. Comme Mhm, je te dis, tu vois, j'ai adoré l'astrologie, je suis toujours cliente. À aucun moment, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'apprendre ça, quoi. Et pourtant, vraiment, j'adore apprendre des choses, je me plonge dans des recherches, etc. Et pourtant, à aucun moment, je me suis dit, je vais être thérapeute en ci, en ça, ça peut être super et tout. Et le human design, c'est un peu comme si ça m'avait absolument pas laissé le choix. C'est-à-dire que dès les premiers jours de recherche, parce que j'ai fait que ça pendant des jours et des semaines, hein, à essayer de me débrouiller pour chercher des infos, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, très rapidement, je ne peux pas te dire si c'était une question de jours ou de semaines, mais très rapidement, je me suis dit, en fait, ce truc explose, ce truc sort de moi. Ces informations, je dois les transmettre, en fait. Et mhm, surtout, ce qui m'a en plus à la fois excitée, motivée et donné un élan de plus, c'est quand je me suis aperçue. Parce que moi, j'ai trouvé ça, il faut quand même se mettre dans le contexte. Si je suis, comme quasiment tous les soirs, en train de geeker sur mon Instagram mhm, et de chercher, enfin, pas forcément de chercher, mais tu vois, d'être là sur Insta ou de faire des recherches en fonction de ce que j'ai vu, des idées qui me mhm. passent par la tête et tout. Et, et là, je découvre ce truc et je comprends tellement de choses. Et je me dis, mais en fait, je peux pas garder ça. Je fais des recherches en français, je vois qu'il y a très peu de choses. Et là, je percute, en fait, que personne connaît. Ça a été un élément extrêmement déclencheur. Mhm. Dès que j'ai commencé mes recherches, j'ai dit, waouh, en fait, j'ai un outil là qui, moi, est en train de révolutionner ma vie. Et j'avais même pas fait de séance pour moi, hein. J'avais jamais rencontré personne encore, hein. Mhm. Mais j'ai tout de suite eu conscience que il faut le développer. C'est méconnu. Mhm. Euh, c'est pas possible. En fait, personne n'a jamais entendu parler de ça. Je le voyais dans mon entourage, je le voyais. Donc, j'ai l'habitude d'être celle qui amène des approches, qui conseille des gens. Tiens, tu devrais aller voir un tel, etc. Mais là, ça dépassait tout ça. J'ai vu que sur Internet en France, il y avait quasi rien. Sur Instagram en français, il y avait quasi rien. C'est ça aussi, hein, qui m'a beaucoup, je pense, donné l'impulsion. Donc, je sais pas, pour te répondre, question de semaine, ou très vite, bah, c'est sorti de moi pour aller vers mon cercle le plus proche, tu vois, de dire, de demander à tout le monde leur heure de naissance pendant des jours et des jours, et de parler de ce que je découvrais, et d'être complètement passionnée, obsédée, parler que de ça. Et puis, ben, ça a dépassé. Après, mes amis ont été intéressés, on en a parlé, on a fait Mhm. des débuts de discussion là-dessus. Et ensuite, bah, naturellement, en fait, j'ai vu que j'avais pas assez d'infos avec Internet, avec les bouquins que j'avais achetés. Et c'est là que j'ai voulu bah, me former pour organiser davantage mes connaissances, pour les enrichir surtout, pour les développer et pour apprendre à les transmettre. Et surtout qu'il y avait très peu d'infos en français. C'était principalement des infos qui venaient des États-Unis, c'est ça? Parce que Ouais. c'est plus développé aux États-Unis Oui, qu'en France. ouais, ouais. Ouais. En fait, Mm. c'est vraiment. Alors, ça reste encore assez. Même aux États-Unis, c'est pas tout le monde ne connaît pas, c'est pas au niveau de l'astrologie, mais c'est quand même bien supérieur à ce qui se passe ici en France. Et ouais, Ouais. les infos, il y en a un petit peu en français, mais malgré tout, si tu veux avoir accès à beaucoup plus avec des infos beaucoup plus riches, il faut chercher en anglais. Et encore après, c'est discutable, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu à boire et à manger. Il faut se méfier. C'est un peu le Wild Wild West qui se passe avec le Human Design sur Internet, comme je suis sûre que ça doit être le cas en astrologie et autres, hein, mais Et combien de temps c'était cette formation que t'as faite pour alors, devenir c'est une coach? formation à ton rythme, hein, que tu fais. Enfin, moi, celle que j'ai faite, en tout cas avec cette école américaine, c'est à mon rythme. Donc, tu peux le faire. Bah, tu reçois les audios, les vidéos, les machins, et tu peux le faire bah, sur plusieurs années si t'es super occupé et que tu as moins de temps à y consacrer. Ou comme moi, dévorer, speeder. Moi, j'ai rarement fait les choses lentement dans ma vie. Donc, on n'est pas étonné que j'ai fait ça en, je sais pas, quelques mois, peut-être de avril à septembre, tu vois. Ça fait quoi, Mhm. ça, avril, mai, juin, ouais, ça fait à peu près 6 mois. Et Mhm. vraiment à un rythme super intensif que je pense, enfin, mon planning me le permettait, mais peu de gens sont capables de consacrer autant de temps. Donc, peut-être ça aurait pu prendre un an facilement, tu vois. C'est très, très dense, hein.
D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes en tant que coach? Parce que j'ai vu qu'il y avait différentes manières de pouvoir travailler avec toi. Oui. Moi, aujourd'hui, quasiment depuis que j'ai lancé mon activité de façon un peu plus publique, tu vois, en dehors du bouche à oreille, j'ai toujours proposé des séances individuelles, donc en visio. Et ça s'est avéré très utile pendant le confinement, Oui, c'est clair. d'avoir adopté cette stratégie à distance, en fait, depuis le début. Et très vite, quelques semaines après avoir lancé mon activité, j'ai complété avec l'offre en fait d'un guide écrit que j'ai appelé le manuel et qui est un guide d'une trentaine de pages en PDF, donc digitalisé, que je prépare spécifiquement en fonction du design de la personne et qui regroupe en fait, c'est un peu sa notice d'utilisation, donc ça regroupe toutes les informations de son design, les plus concrètes, les plus utiles et qui vont lui permettre ça représente un repère. En fait, c'est fait pour être lu, bien sûr, à la réception, mais moi, je le fais d'une façon pour que les gens puissent s'y référer dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, et que les informations sont toujours aussi justes et toujours aussi aidantes pour eux. Et justement, tu en parlais, on vient de vivre une période assez spéciale avec le confinement. Est-ce que Mmh. tu as pendant cette période eu plus de demandes que d'habitude? Ouais. Ouais, moi, Ouais. ça, c'est vraiment Mm. le confinement. J'avais pas commencé hyper longtemps avant, hein. J'ai lancé mon activité officiellement, c'est-à-dire quand je dis ça, c'est mon site internet, mon compte Instagram a commencé à partager des informations sur le human design de façon à ne faire que partager plus que ça en fait, et plus du tout mon Instagram perso. J'ai commencé que début novembre, tu vois, 2019. D'accord. Donc c'était déjà très récent et en fait, ouais, il y a eu un énorme coup de boost pendant le confinement, à la fois par rapport à ma stratégie de relations publiques, hein, qui consistait à, à faire parler de moi par des personnes intéressées, donc des influenceuses, des gens qui ont eu des séances avec moi, pour pouvoir développer en fait le message davantage que le reach que moi j'ai avec mon compte Instagram. Et ça a pris une ampleur bien plus importante qu'avant au début du confinement. Et une séance en amenant une autre, un témoignage de quelqu'un sur Instagram en amenant un autre. Et là, les demandes ont vraiment commencé à affluer. C'était une activité à temps partiel jusque-là et qui a pris toute sa place sur quelques semaines. Oui, et puis en plus, pendant le confinement, j'ai l'impression quand même que les gens se sont posés de plus en plus de questions sur finalement Ouais, ce qu'ils c'était vraiment. voulaient faire. Ouais. C'est un temps où je pense que les gens ont pris, à la fois par le temps qui leur a été offert, le recentrage sur eux, Mhm. l'arrêt de ce brouhaha permanent et de cette hyperactivité dans laquelle on baigne naturellement sans même nous en rendre compte, hein, pour la plupart d'entre nous. Et là, ce temps de pause d'un coup, pour certains face à eux-mêmes, pour d'autres loin de la possibilité de travailler ou de se perdre entre guillemets dans toutes ces activités, ça a représenté une opportunité. Ouais, donc je pense que c'est absolument une explication du boom de mon activité, ouais, de l'intérêt des gens. Puis tout simplement, ils ont eu plus de temps aussi, quoi, pour aller sur Instagram. Ouais. Et est-ce que tu as vu des personnes qui, grâce au Human Design, se sont reconnectées à eux et ont trouvé la clé pour opérer un changement dans leur quotidien? Oui, ouais, ouais, c'est vraiment. Tu as déjà vu, là, justement, depuis que tu as commencé ton activité, des gens qui ont opéré un changement? Oui, Ouais. c'est des prises de conscience. En fait, le human design, c'est jamais annoncer aux gens des surprises. Alors déjà, c'est pas un outil prédictif, hein, donc je clarifie ça. Mhm. On parle pas du tout de ce qui va se passer, etc. C'est vraiment comment tu fonctionnes, comment tu es conçu pour fonctionner et comment tu peux, du coup, aligner ton fonctionnement au quotidien. Est-ce que ta vie ressemble, est-ce que ta vie honore en fait ce que tu es venu faire? Comment fonctionne ton énergie? Comment tu dois prendre tes décisions? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà ou pas? Et la plupart du temps, c'est jamais des hallucinations, hein. Les gens, ils sont jamais en train de se dire waouh, j'avais aucune idée que je fonctionnais comme ça. Non, c'est des rappels, c'est ah oui, je le savais, mais je me suis pas autorisée à fonctionner comme ça. Je me suis pas, pour certains, par exemple, tu vois, autorisée à ralentir, à m'autoriser le repos dont j'ai besoin, alors que pour beaucoup de gens, c'est vital d'alterner activité et énormément de repos dans un monde qui ne nous laisse pas forcément le faire autant, peut-être, tu vois, à la hauteur dont ces gens ont besoin. Donc des prises de conscience de peut-être mon fonctionnement il va pas tel qu'il est. Peut-être que je me suis lancée dans des choses et qui en fait passaient pas en accord et je le sentais, mais je voulais pas m'autoriser, tu vois, ne serait-ce qu'à en prendre conscience. Mhm. Donc ça peut être des petites choses comme des grandes choses. De toute façon, tu le vois très vite, hein, en début de séance, selon ce que la personne a amené, parce que tout le monde n'est pas là pour la même chose. Tu sens tout de suite
si par exemple son job ça va pas ou tu vois. D'accord. Et est-ce que tu es approché par des professionnels de la santé ou des coachs Ouais, de plus en plus. Ouais. J'ai pas mal de coachs, même de psy, qui sont intéressés Ah par oui. cette approche. Ouais. Ça, moi, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, tu vois, l'application du Human Design en thérapie. Euh, parce qu'il y a des choses, en fait, vraiment à aller creuser et la façon dont tu peux aller peut-être identifier des problématiques récurrentes et les approcher d'une manière complètement différente quand tu connais le design de la personne. Et pour ça, il n'y a pas besoin de tout savoir sur le human design, tu vois, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Et également, oui, pour les coachs, donc les coachs professionnels, coach business, tout ça. Ouais, j'ai pas mal de demandes de gens qui aimeraient avoir un petit peu plus d'infos que simplement leur design à eux. Et, et je réfléchis à des choses pour proposer, sans rentrer dans de la formation, parce que c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour pour moi, mais comment transmettre de façon accessible les informations pour que ces personnes-là puissent utiliser dans leur activité professionnelle le human design. D'accord. Mm. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous raconter ta journée type? Bon, j'imagine qu'il n'y en a pas une type, mais bon, alors un type de journée ou une type Oui, de semaine, si tu veux. ouais. Ouais, j'ai pas vraiment de journée type comme Ouais. tu le dis, mais en gros, je réserve en fait le matin. Moi, le matin, j'ai vraiment besoin d'être à mon rythme, donc je mets pas de Mhm. séance. Je veux pas être sur, tu vois, un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Et le matin, c'est consacré soit à ma création de contenu, donc pour mon Instagram, par exemple, parce que c'est vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus présente pour transmettre mes messages et mes infos. La création des manuels, beaucoup. Donc je vais choisir ce moment-là. Et sur une journée type, l'après-midi, je vais avoir une séance, tu vois, à 14h ou 15h, qui dure en moyenne avec moi 2 heures. Et ensuite, j'ai besoin d'un gros break parce que c'est très coûteux énergétiquement. Alors moi, il n'y a rien qui me donne plus d'énergie pendant que je le fais. C'est-à-dire que je suis comme sur un buzz. Pendant que je transmets, moi, je m'arrêterai jamais. Et c'est même mon corps qui me donne le stop, en fait, parce que maintenant, je sais vraiment l'écouter et je sens les signaux que, bon, là, il faut s'arrêter parce que ça fait beaucoup. Mais sinon, pendant, moi, je m'arrêterai jamais. Et par contre, dès que c'est fini, là, il y a un énorme trou énergétique, mais qui est normal, hein, parce que je connais mon design, je connais mon fonctionnement, et du coup, après, je me repose. J'ai très rarement l'énergie de refaire autre chose, que ce soit Instagram ou des manuels. Donc, j'organise mes journées pour que ça ait été fait avant. Sauf si d'un coup, j'ai un élan d'inspiration, puisque ma créativité arrive d'un coup, et là, je vais avoir une idée de post ou une idée de quelque chose, ou de story, ou de machin, et là, ça peut venir. Mais la plupart du temps, ma journée est terminée après une séance, vers 16-17 heures, il faut s'arrêter, quoi. Ok. Et tu fais encore beaucoup de sport? Non, ça c'est c'est le gros souci du confinement. Alors déjà, c'est le gros souci, entre guillemets. Le human design a pris tellement de place dans ma vie et je suis quelqu'un assez extrême, assez tout ou rien. Et quand j'étais en formation, j'ai pas mal stoppé le sport parce que j'en faisais vraiment beaucoup. J'avais 6 entraînements par semaine, 5-6 entraînements par semaine et assez long. Et du coup, j'ai été tellement prise dans ma formation, plus mes coachings quand même, hein, je travaillais aussi, plus mes Mhm. Ouais. coachings et tout ça. Donc moins de temps pour m'entraîner et puis mon esprit était vraiment ailleurs. Je m'y suis bien remise, tu vois, et puis là, le confinement est arrivé. Et, Ouais. et moi, je suis un peu capricieuse, enfant gâtée au niveau du sport. Et je m'entraîne avec beaucoup, beaucoup de plaisir en salle. Et pour moi, le passage à la maison, ça a été un peu compliqué. Et là-dessus, en plus, mon activité qui s'est énormément développée au même moment. Et donc, ça a été facile pour moi de dire, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Et donc, j'ai fait la cliente type, tu vois. Et ce qui est pas cool parce que en plus, quand tu es énormément sur l'ordi, quand voilà, tu as vraiment encore plus besoin de bouger, tu vois. Même si on était enfermé à la maison, il fallait un peu bouger. Et là, j'ai pas été hyper sage. Mais quand les salles réouvriront, le sport de toute façon fait partie de ma vie, mais par phase en fait. Je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment par phase. Et vu que tu t'es lancée dans plusieurs activités avant de trouver ta Mhm. véritable passion, quels seraient tes conseils pour des personnes qui n'oseraient pas se lancer et changer de voie, comme tu l'as fait toi, tu vois, en travaillant plusieurs activités professionnelles? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors évidemment, les conseils changent toujours en fonction de
la situation de la personne. C'est vrai que tu donnes Oui, pas bien les mêmes sûr, conseils à quelqu'un qui a des responsabilités avec, je veux dire, des enfants, bien 3 sûr. crédits, etc., que quelqu'un comme moi. Moi, j'ai eu la chance d'être toujours dans une position suffisamment indépendante avec personne qui dépendait de moi dans les choix que j'ai faits professionnellement et la chance d'être accompagnée à la fois financièrement et moralement par les personnes de ma vie. Donc, c'est vrai que c'est une position que je me considère quand même assez privilégiée dans la capacité que j'ai eue à pivoter, que ce soit dans l'acceptation des autres. Tu vois, j'ai pas eu besoin de prouver quoi que ce soit. Personne ne m'a attendu au tournant, personne n'a essayé de me décourager. Donc vraiment, je parle depuis une posture de quelqu'un qui n'a pas galéré par rapport à ça. Tu vois, ou en tout cas, je l'ai pas senti. Euh, on m'a jamais regardé d'un œil un peu ah, tu changes encore, ah bah dis donc, tu vois, j'ai pas vécu ça parce que ça fait vraiment partie du truc. Tu vois, la société a du mal à accepter les process non linéaires, tu Mhm. vois. Euh, et du coup, j'ai pu suivre mes passions, mais je pense que le conseil, vraiment, ça vient de moi. C'est subjectif, mais vraiment, pour moi, je découvre ce que c'est de faire ce que tu aimes profondément, ce qui te Mhm. fait vibrer. Je suis absolument convaincue que nous avons tous quelque chose qui nous fait vibrer. Ça ne sera pas toujours pour tout le monde professionnel. Tu vois, je pense il y a des gens qui sont venus pour vibrer en étant, par exemple, épanouis auprès de leurs enfants. Tu vois, et ça, pareil, c'est pas hyper salué dans notre vie, on s'accomplit, enfin, dans notre société, c'est qu'est-ce que tu accomplis professionnellement, Oui, c'est vrai. tu vois. Mhm. Mais il y Mhm. a des gens, et puis ça, c'est un peu mon côté, avec tout ce qui est mon attrait pour les missions de vie, pour tout ce qui est un peu, tu vois, au niveau médiumnique, etc. On n'est pas tous venus faire la même chose. Donc, les parcours sont hyper différents. Et pour certains, ça sera professionnel, pour d'autres, ce sera perso. Mais en tout cas, quand on parle de pro, je pense qu'il n'y a pas plus important au monde que d'être passionné par ce qu'on fait. Mhm. Et ça peut être absolument n'importe quoi. Tu vois, parce que ce qui va passionner une personne sera totalement différent. Et là, ça nous rapproche du human design, tu vois. Dans une société qui homogénéise vachement. Là, en ce moment, c'est la mode de l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, Mhm. tu as une idée, il faut absolument en faire un business, il faut faire ci, il faut faire là. On a les moyens de le faire maintenant, beaucoup plus. On a des exemples, tu vois. On a tout ça. Et pour autant, il y a des gens pour qui le sentiment de liberté ultime, ça va être d'être en CDI, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment tous faits en tant qu'être humain. Hein. Je pense que c'est notre droit de naissance, le droit à la passion. Et du coup, je pense que même si certains sont peut-être dans des conditions peut-être moins favorables, que ce soit en termes de responsabilité ou en termes d'entourage, tu vois, des gens qui sont freinés pour suivre leur passion, je pense que malgré tout, même si ça doit commencer par un petit à côté, sans tout envoyer valser, décider que ça doit être absolument ton boulot, moi, je partirais plutôt de ça, tu vois. Mhm. Est-ce que c'est pas OK d'en faire un petit hobby, d'avoir une partie de ta vie qui est quand même nourrie par une passion? Sans arrière-pensée de faut absolument, tu vois, parce que c'est de la logique, c'est du mental de dire est-ce que c'est viable? Est-ce que tu as fait un business plan? Est-ce que ça va? Tu vois? Tout ça pour moi, c'est peut-être un peu des tue-l'amour de la passion. Est-ce qu'on a besoin de se mettre toute cette pression? Est-ce qu'on a besoin de dire je vais changer de vie, je vais absolument me reconvertir, je vais chercher? Est-ce qu'on peut pas être plus chill et partir du point de vue que c'est un à côté? Ça me fait tellement plaisir de le faire que c'est 15 minutes, 2 heures, peu importe dans la journée. Bah, ça vient déborder sur tout le reste, ça change ma vie aussi, tu vois, à ce niveau. Ouais, Et c'est que vrai. si ça doit devenir quelque chose de plus grand, ça le fera, ça deviendra, tu vois. Mais pas forcément partir avec le marteau, les clous et vas-y, il faut absolument que je construise. Ça met une énorme pression. Et puis surtout, ça c'est une notion qui est super importante, moi, que je transmets beaucoup parce qu'elle est clé dans le human design, c'est la notion de timing. Euh, Quand on part depuis une position mentale, tu vois, tiens, je vais faire ce business parce qu'apparemment ça marche bien, du coup, dans 5 ans, il y aura des débouchés. Alors déjà, si la passion n'est pas là, bon, ça risque d'être un peu plus compliqué de tenir, mais même si elle est une super idée, elle ne dépend pas que des actions que tu vas mettre en place, ni de ton niveau de passion, elle va dépendre aussi du timing. Et le fait de prendre les choses un petit peu plus cool, sans dire il faut absolument que ça se devienne un métier, il faut absolument que j'en vive dans 2 ans, X années, peu importe, et tout envoyer valser, vivre de ma passion absolument, bah, ça coupe un peu cette notion de les choses, elles se passent aussi à leur rythme. Donc ouais, si je devais résumer, tu vois, une longue réponse à une petite question, euh, c'est vraiment pour moi, le premier conseil, ça serait de ne pas se fixer, justement, ça va peut-être à l'encontre de ce que beaucoup de gens disent, hein, peut-être des coachs ou je sais pas, de ne pas se fixer des objectifs qui peuvent être source de pression trop importants et de commencer à se faire plaisir au quotidien. Et si ça doit devenir quelque chose, bah allons-y, tu vois.
toute façon, on le sent naturellement aussi. Il y Oui, a une intuition qui est et là, ouais. d'accepter que tout ne se crée pas juste parce que tu l'as décidé toi avec ta tête et que ça va se faire en un claquement de doigts maintenant, en fait. Et est-ce que tu as un livre ou des livres qui t'ont inspiré et que tu pourrais recommander? Oui, un de mes livres préférés, alors dans le sens, je te réponds ça parce que c'est celui que j'ai le plus conseillé, tu vois, où je voulais absolument que tout le monde le lise, Ouais, qui s'appelle Et si le bonheur vous tombait dessus, ouais. de Daniel Gilbert. C'est un Américain, il me semble, hein. C'est un livre que j'ai offert. Alors moi, quand je commence à offrir des bouquins, c'est que je veux m'assurer que la personne le lise, plutôt que simplement, tu vois, et je l'ai beaucoup aussi conseillé, hein, donc, mais c'est un super bouquin qui est un mélange, en fait, de plein de choses, de neurosciences, d'économie, qui traite, en fait, de la façon qu'on a, ou plutôt qu'on n'a pas, avec notre cerveau humain, de prévoir ce qui va nous rendre heureux. Alors le titre est complètement, je trouve, en décalage avec le contenu du livre, parce que et si le bonheur vous tombait dessus, ça fait un peu poétique, tu sais. Oui. Alors qu'en fait, c'est pas, c'est pas du tout un bouquin poétique, c'est un, c'est un bouquin qui explique à quel point on présume, avec notre cerveau, on est câblé pour ça, hein, mais à quel point on présume si j'obtiens ça, je serai heureux, ou au contraire, si ça m'échappe, je serai super malheureux. Et en fait, par des mises en situation, il y a même des exemples dans le bouquin, hein, où tu peux tester sur toi-même directement, et à la fois des études, mais c'est hyper accessible, hein, donc c'est pas du jargon, hein. Donc à la fois en présentant les dernières études en neurosciences, des études sur la façon dont on fait nos choix, tu vois. Pourquoi Mm. tu vas décider d'acheter telle place de concert, comment tu fais tes choix au niveau entre tel et tel montant de, tu vois, tel prix. En fait, il nous explique à quel point on est mal conçu pour penser qu'on sait en fait ce qui va nous rendre heureux ou pas, et qu'on se fait un monde de plein de choses, et on enjolive encore, tu vois, à quel point une nouvelle voiture ou une nouvelle baraque va nous rendre super heureux, et à quel Mhm. point, au contraire, on a tendance à dire que, oh là là, si je me sépare, ou si j'ai tel pépin de santé, ma vie est terminée. Et il est hyper pédagogique, hyper drôle, et pour moi, c'était percutant à chaque chapitre. Et si quelqu'un veut mieux comprendre le human design et pourquoi pas commander son manuel ou une séance, quelles sont les prochaines étapes? Alors, la première étape, c'est d'éditer son schéma corporel. En fait, il y a depuis mon site un lien, hein, qui permet de rentrer ces informations de naissance. Donc, il faut ces informations de naissance, donc vérifier, certificat de naissance, demander à vos parents ou à votre famille, parce qu'il faut leur précise, et d'éditer ce schéma. Alors, ce schéma, évidemment, vous n'allez pas le comprendre. En revanche, il y a une petite légende à côté. Et les éléments les plus importants à noter dès le début, c'est le type, la stratégie et l'autorité. Donc, ces trois éléments-là. Mais le mieux, c'est de faire un imprimé écran et d'avoir aussi tout ce qui est écrit à côté du dessin. Et une fois qu'on a ça, déjà, moi, dans ma newsletter, j'ai pas mal d'informations qui partent pour que les gens puissent déjà comprendre, alors en ayant leur schéma sous les yeux, hein, mais Mhm. qui donnent des infos assez pédagogiques pour que les gens puissent voir déjà si ça résonne avec eux. Mhm. Ils reçoivent aussi automatiquement un guide gratuit sur le type énergétique. Donc, il y a à peu près 2-3 pages par type énergétique. Donc, s'ils ont identifié qu'ils étaient générateurs, par exemple, ou manifesting générateur, ou il y a 5 types, hein. Déjà, ils ont quelques pages pour découvrir ça. Il y a également beaucoup d'informations sur mon compte Instagram. Là, pareil, on ne peut les comprendre que si on a édité son schéma. Sinon, c'est plus compliqué. Et après, pour les gens qui ont envie, soit après avoir exploré tout seul, soit dès le début parce qu'ils se disent oh là là, moi j'ai envie d'être guidée et accompagnée, j'ai pas forcément envie de creuser tout seul. Donc il y a l'accompagnement du manuel ou de la séance. Voilà. La différence entre les deux, c'est que la séance, c'est vraiment une conversation entre la Mhm. personne et moi, et moi, mon but, en fait, c'est pas de l'inonder d'informations, c'est de lui transmettre justement celles qui vont être actionnables, qui vont être stratégiques par rapport à la problématique avec laquelle la personne arrive. Mhm. Alors que dans le manuel, moi, j'ai pas accès à la personne, donc c'est moi qui structure et c'est moi qui donne toutes les informations en fonction de ce que je lis dans le schéma. Et c'est à la personne de faire des liens avec sa vie, de me poser des questions ensuite si elle le souhaite. Euh, mais il n'y a pas l'interactivité de la séance. Donc certaines personnes font les deux, certaines personnes n'en font qu'un, et certaines personnes aussi disposent de tout ce que je donne sur Instagram. D'accord, ok. Et est-ce que tu as des projets prévus pour ton activité en tant que coach ou là pour l'instant tu vas rester
comme ça, avec les manuels et les sessions? Si, en fait, j'aimerais bien développer des ateliers, tu vois, des workshops. C'était Ouais, quelque chose que je voulais faire avant le confinement et je cherchais un peu le format, des lieux et tout. Et puis, en fait, avec le boost du digital, en fait, je pense que j'ai ma réponse et je vais tu me veux tout laisser le faire en temps, mais ligne? ouais, je vais tout faire en ligne. Ouais, Et j'ai vraiment envie d'organiser des ateliers, des conférences avec, tu vois, du temps pour poser des questions à la fin sur différentes thématiques pour que les gens puissent, pour certains, pour ceux qui ont eu leur manuel ou une séance, aller creuser encore plus loin, tu vois, quand le sujet les intéressera, ou pour d'autres, pour que ce soit un moyen un peu plus accessible d'accéder aux informations, mais de donner ouais, d'aller creuser, tu vois, par exemple, une masterclass sur le manifesting generator, parce que c'est vrai qu'un post Instagram, c'est limitant, et que moi, je pourrais parler des heures, hein, de chaque sujet. Donc, je pense que c'est un moyen qui me correspond bien, tu vois, et que les gens puissent me poser leurs questions, qu'on puisse remettre toutes les choses dans le contexte. Donc ça, je pense que c'est la prochaine étape, tu vois. Je me suis pas du tout donné de deadline ou de... Ouais, c'est pas encore hyper concret, mais je sais que ça va venir au monde à un moment, c'est certain. ok, très bien. Eh ben, on a hâte de voir ça en tout cas. Eh ben, merci beaucoup, Mélissa, Merci Sarah, pour ton temps. Et puis, eh ben, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. merci beaucoup. Merci, salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et un grand merci à Mélissa pour nous avoir partagé son parcours. Si vous voulez en savoir plus sur le Human Design, rendez-vous sur le site ou sur la page Instagram de Mélissa. Toutes les infos sont dans les détails de l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur vos différentes plateformes d'écoute. Et même mettre des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation.